De retour tout juste d'une aventure en Argentine, où il a brillé lors d'une manche de la Coupe du monde des courses sur sable, notre invité revient aujourd'hui pour partager avec nous les coulisses de son expérience sur sa participation à l'Enduropal du Touquet, une course mythique. Bonjour Valentin, ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur le podcast Les Joies du Sport. Cette fois-ci, je suis impatient d'entendre ton récit sur ta course. Mais avant de débuter cet épisode, comment te sens-tu après cette course en Argentine? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à toi, Alexandre. Et je me sens plutôt bien. Je suis en récupération. Voilà, que ça soit physique, que ça soit sur la machine, que ça soit mental. J'essaie de me prendre 1 à 2 semaines vraiment, essayer de déconnecter complet, que ça soit sur la machine ou tout élément extérieur. Voilà, je me sens un peu mieux. C'est sûr qu'en revenant d'Argentine, bah, la pression redescend. On revient au pays. C'est sûr qu'en Argentine, c'était l'été, donc on revient ici. Bon, quand on voit le temps, c'est pas la joie à la joie, mais on revient ici, ça fait quand même du bien de revenir chez soi, de reprendre ses marques et de revenir un peu au calme. Ça fait toujours du bien. Et en course, du coup, en course, excuse-moi, en Argentine, tu as participé à deux courses là-bas. Est-ce que tu peux me dire un petit peu voilà, comment tu as figuré? Et puis un petit peu voilà, la différence, en tout cas avec l'Enduropal du Touquet, dans les grandes lignes. Pour comparer par rapport à l'Enduropal du Touquet, déjà, donc le nom de la course, c'est l'Enduro del Verano. C'est une course qui existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années là-bas. C'est une course incroyable et je pense que c'est le plus gros événement en Argentine. Donc pour ma part, c'était un événement sur 2 jours. Étant donné que que je participe au championnat du monde des sables, il y avait une course le samedi à peu près de 25 minutes sur un circuit un peu typé, on va dire, je parle en distance, typé motocross, donc un tour à peu près de 2 minutes, 2 minutes 30. Sur le durée de la course, c'était de 25 minutes. Euh, le dimanche, il y avait une autre course avec par contre un format de course plus long qui était sur 50 minutes et un terrain par contre qui emprunte donc la spécificité en Argentine, c'est que c'est des terrains et des étendues incroyables de sable dans les dunes. Donc clairement, pour comparer un petit peu sur cette course de 50 minutes, on est comme dans le désert. C'est un circuit tracé dans le désert avec des milliers de gens qui délimitent la piste tout autour, tout le long de la piste. Ouais, clairement, on ne voit pas ça ailleurs. On ne voit pas ça en France, on ne voit pas ça en Europe. C'est une course dans les dunes, des dunes d'une hauteur, d'une longueur incroyable, une largeur de piste incroyable. Euh, de tout, des gens de partout qui encouragent, qui sont complètement fous sur le bord de la piste. Une texture de sable évidemment aussi un sac beaucoup plus sec par rapport au Touquet, mais un format de course plus court. Donc voilà, on a 2 jours de course, mais avec des amplitudes de temps qui sont relativement plus petites, donc c'est plus intensif avec une vitesse bien plus grande. Et c'est juste incroyable pour croire et pour assimiler tout ce qui s'est passé. Il faut vraiment y aller et voir ce qu'il en est parce que c'est juste un autre monde là-bas. Ouais, parce qu'on a pu le voir sur quelques vidéos, mais je pense que sur place, c'est quelque chose d'énorme. Et du coup, là-bas, t'as pas on va dire, les sauts, c'est via le terrain naturel, en fait. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas, en fait, il y a très peu de création avec les machines, hein. Les sauts, c'est les dunes. Les dunes, Ok. avec le passage de toutes les motos et tous les quads, c'est les sauts. Les dunes, c'est les sauts. Donc, Incroyable. je peux laisser imaginer vraiment les sauts qu'on peut faire, la longueur, la hauteur et surtout imaginer un peu l'espace qu'on peut avoir dans le désert et au bord de la plage, quoi. C'est juste incroyable. Wow. Et là, du coup, il y avait des amateurs aussi sur cette course ou c'était uniquement des pilotes, enfin pro, semi-pro Eh ben, alors sur la journée de samedi, donc c'était un peu, on va dire, réservé aux pilotes FIM, championnat du monde. Sur la course de 25 minutes,
Il y avait à peu près 40 pilotes, Ok. à peu près 40 pilotes qui participaient à cette course. La course du dimanche, là, il y avait absolument tout le monde. On était 450. Il y avait bah, évidemment les Argentins, il y avait toutes les nationalités je dis toutes les nationalités, mais bon, il y avait les Argentins. Euh, et toutes les personnes, on va dire, outre-Atlantique qui sont venues. Donc nous, les Français, il peut y avoir d'autres nationalités, mais principalement, ouais, il y avait des Français, Argentins, mais c'est surtout que il y a pas mal de Français qui sont venus, comme Todd Kellett, comme Chapelière, comme moi, qui sont relativement connus en France, qui sont connus. Et il y a des Argentins qui sont aussi très réputés là-bas. Et il y en a quelques-uns qui mettent vraiment, vraiment du gaz. Et ça a vraiment donné quelque chose d'incroyable à regarder cette année parce que jusqu'au dernier tour, il y a eu une bataille de malades. Donc, ils savent, là-bas, c'est leur jardin, ils savent vraiment débrancher quand il le faut. Ils sont un peu, sincèrement, ils sont chauds, chauds, et ça donne des courses de fou et une ambiance de fou. Donc, Ok, incroyable. Et niveau classement, ça a donné quoi pour toi là-bas? la première journée, j'ai fait 4, Énorme. donc c'est un bon résultat sur un championnat du monde, c'est quand même satisfaisant, hein, on va pas se le cacher, c'est une satisfaction. Bon, le dimanche, voilà, j'ai eu un souci mécanique. Ça fait partie du jeu. J'étais en bataille pour le top 5, voilà, 6, 5-6. Et avec les Argentins qui étaient très très chauds et très insistants dès les premiers mètres, euh, c'était euh, c'était vraiment très intéressant et de bon augure pour bien terminer la course. Mais malheureusement, la mécanique, on a décidé autrement. Ça fait partie de la compétition, on doit l'accepter. Et oui, c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu dans la partie 1 en tout cas du podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Pour ceux qui n'auraient pas écouté la partie 1 sur la préparation de Valentin pour l'Enduropal du Touquet, c'est vachement intéressant. Un des épisodes les plus écoutés d'ailleurs du podcast jusqu'à présent. Donc oui, c'est vrai qu'on avait parlé déjà dans cette première partie. Donc c'est vrai que ça fait partie du jeu. C'est un peu... c'est sûr que sur le moment, je pense c'est un petit peu décevant, mais c'est vrai que quand tu fais ce sport-là, je pense que tu connais en tout cas ces risques-là, quoi. Oui, oui, évidemment, c'est quelque chose que ça soit que ça soit la blessure, que ça soit les défaites, que ça soit les casses mécaniques ou les éléments extérieurs qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à nos fins, et ben ça on doit l'accepter parce que ça fait partie du sport. Bah écoute, si tu veux, on va revenir du côté de la France et de l'Enduropal du Touquet. Déjà, bon, merci d'être là parce que en intro, tu avais dit que tu voulais un peu débrancher niveau moto, tout ça. Donc là, je vais t'obliger un petit peu à revenir sur ta course. Donc déjà, merci de faire un peu cette exception pour le podcast. Donc si tu le veux bien, on va reprendre à la semaine d'avant-course. Dans un premier temps, première question, toi, comment est-ce que sur cette semaine-là, comment tu t'entraînes? Est-ce que tu fais encore de la préparation physique? Est-ce que tu fais encore des roulages sur cette semaine-là? La semaine d'avant Touquet, c'est très très délicat. On va pas se mentir, on est à fleur de peau surtout. On sait pas si on est prêt, on sait. Enfin, à vrai dire, on le sait. On le sait si on est prêt ou pas. Simplement, avec la pression de la course, la saison dans les pattes, les courses qui vont suivre derrière, avec les organisations à avoir et tout ça, euh, c'est, c'est, bah, je dirais pas que c'est compliqué à gérer, mais il faut, C'est quoi? C'est plutôt mentalement, tu veux dire? C'est que tu te poses un peu des questions à ce moment-là. bah, complètement, hein. Complètement, on se pose toujours un petit peu de questions. On a envie vraiment d'être à 100%. Donc, on met tout en place et on essaie de faire au mieux pour être prêt le jour J. Donc, Ouais. clairement, pour ma part, étant donné que j'ai eu un gros épisode, donc on en a parlé un peu en off avant. Oui, c'est juste. Si tu veux, on peut l'aborder là, comme ça, c'est que pour mettre un petit peu en situation les gens par rapport à la course et comment c'est le déroulement. Si tu veux, on peut en parler là. Parce que ça, on n'a pas évoqué ça dans la première partie. Et ben, c'est que ça a son importance quand même, ça a joué sur la course notamment. Ah bah totalement, oui, je, pour mettre un peu les choses à plat, je vais pas m'en servir d'excuse. Mais en tout cas, ça a influencé sur mon résultat et mon attitude pendant la course. Ça, on peut pas le nier.
Euh, Ouais. Du coup, bah, qu'est-ce que tu as eu en tout cas termes de soucis de santé, Ah si tu ben, peux en dire plus? c'est pas quelque chose de totalement inconnu, hein. Il y a pas mal déjà de pilotes qui ont déjà eu ce virus, c'est la mononucléose. Et donc la mononucléose, c'est un virus qui impacte directement le système immunitaire du corps. Donc voilà, le système immunitaire est en permanence focalisé sur ce virus quand on l'a. Et donc quand on attrape par exemple un coup de froid ou un mal de gorge ou quelconque autre maladie, et ben, évidemment, le corps est déjà focalisé sur ce virus. Et donc, les autres éléments extérieurs qui viennent impacter, bah, le corps subit complètement tous les éléments extérieurs. Donc, c'est très fatigant, très traumatisant. Et ça impacte absolument sur tout le corps, hein, que ce soit mentalement, physiquement. On a envie de peu de choses. C'est dur de travailler et de se servir de son corps, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier que dans le sport, le corps humain, c'est notre outil. Donc c'est compliqué de composer avec. On a peu de motivation, la force mentale n'est pas trop présente, on n'avise à pas à grand-chose. Et donc en fait, tout est une lutte tous les jours en permanence quand on a ce virus. Et donc quand on doit monter sur une machine et faire 3 heures de course à 101%, si ce n'est pas à 150%, c'est c'est très compliqué à gérer. Donc c'était la première fois que j'étais confronté à ça. Ouais. J'ai fait comme j'ai pu. Clairement, j'ai fait comme j'ai pu. C'est le mot. Donc, Et ça, tu l'as attrapé, à quel moment en fait? Combien de temps un peu avant la course? bah, clairement, je sais pas réellement. Je sais pas réellement quand je l'ai attrapé. Je pense que je l'ai attrapé en début de saison et qui s'est développé et que je suis arrivé un peu au pic un mois avant le Touquet. D'accord. Donc ça a pesé en fait aussi sur tes entraînements, sur ta préparation quand même Bah, d'avant-course? pour la jouer, pour être clair, toute ma saison a été, euh, a été, je dirais, faussée et travailler autour de ce virus, m'adapter, trouver des solutions en fonction de ça, parce que ça m'a impacté énormément. Bon, en tout cas, ça présage quand même, bon, on va pas spoiler tout de suite le résultat, mais ça présage quand même du bon le jour où tu seras rétabli pour la suite enfin les prochaines saisons en tout cas. Ça augure quand même de beaux résultats. Oui, totalement, c'est sûr, hein. De toute façon, moi, ça paraît évident, hein. Je travaille, j'aspire qu'à une chose, c'est être sur les devants et un jour être sur la plus haute marche. Maintenant, cette saison n'a pas été représentative. Donc, il faut savoir Oh, l'accepter, ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie, mais bon, c'est jamais facile à accepter, hein. Mais ouais. je me dois de le faire. Yes. Écoute, on va revenir sur la partie du coup la préparation d'avant-semaine. Donc on a vu un peu la préparation physique. Qu'est-ce qu'il y en est pour la nutrition? Est-ce que toi, tu as quand même un... Tu sais, par exemple, si on prenait des gens qui font de la course à pied, avant des courses, des fois, ils peuvent avoir un régime un peu spécifique. Est-ce que pour toi, ou en tout cas, ou les pilotes moto, mais plutôt toi précisément, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de nutrition qui est mis en place, particulièrement sur cette semaine d'avant-course? Ah, bah, comme je l'avais précisé dans le podcast d'avant, moi, la nutrition, pour l'instant, c'est un poste que je fais attention, oui, mais c'est pas quelque chose où je me focalise totalement. La nutrition, pour l'instant, moi, je me focalise principalement à avoir une alimentation équilibrée Hmm, et à avoir tout ce que le corps a besoin. C'est-à-dire que, yes. voilà, je vais pas peser à un gramme près ma viande, par exemple. Je vais manger à ma faim de manière équilibrée. Je vais manger de tout, des légumes, des féculents et de la protéine. Évidemment, avec des lipides, voilà, tout ce qu'il faut autour. Mais c'est pas drastique, quoi. C'est ça que je veux dire, niveau Ouais. nutrition. Ok, ouais, donc en fait, au niveau sur ce semaine-là, t'as pas changé tes habitudes qui sont déjà bonnes de base, mais tu les as gardées, et puis à ce niveau-là, t'as pas voulu changer Que ça soit au niveau de la grand-chose. nutrition ou autre, une semaine avant le Touquet, c'est absolument pas là où il faut changer quoi que ce soit. Donc, voilà, garder sa ligne de conduite par rapport à la nutrition comme tu me le dis, oui, certain. Je j'ai pas fait de changement à ce niveau-là et j'ai pas eu de soucis.
justement avec ça. Ça s'est bien OK. passé. Oh, bah, cool. Et alors là, je vais avoir besoin de ton aide parce que moi, effectivement, j'aime beaucoup regarder, l'enduropal, mais on va dire que moi, je regarde à partir du moment où il y a le live à la télé, c'est-à-dire, le jour de la course. Et par contre, tout ce qui se passe avant la course, niveau un peu administratif, j'ai vu grâce à des vidéos YouTube, qu'il faut quand même aller présenter la moto, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler pour tous les gens un petit peu comme moi qui connaissent pas un petit peu les procédures? Et puis toi aussi pour ta partie un petit peu média, est-ce que toi aussi tu as des médias, des séances médias ou des je crois qu'il y avait des médias, des tests, sur un circuit, pour faire des photos, tout ça. Est-ce que tu peux me parler de tout ça? Comment ça se passe dans la semaine? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Enduropa du Touquet, c'est 4 jours pleins de compétition. Ça commence le jeudi et ça finit le dimanche soir. Pour ma part, le jeudi, je suis pas plus sollicité que ça. La plupart du temps, j'arrive sur site le jeudi midi, ouais, le jeudi midi. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que je suis représentant des pilotes pour le championnat de France des sables, le jeudi soir, déjà, j'avais une conférence de presse avec la commission et l'organisation du Touquet. Donc, D'accord. c'est quelque chose que le jeudi soir, déjà, je fais. Euh, Ça dure à peu près 1h30, 1h45, donc c'est quelque chose déjà à caler dans son programme. Ensuite, le vendredi, les compétitions commencent avec les vintage, il y a des démonstrations, il y a la Red Bull Sound Session, et il y a aussi le Press Day. Le Press Day, c'est une session à peu près de 25 minutes où les Top Guns, les top pilotes du championnat, donc les 10 premiers du championnat, et normalement il y a 5 ou 10 pilotes au dernier moment inscrits qui n'ont pas forcément fait le championnat et qui sont invités un peu en VIP, on va dire ça. Il y a OK. 15-20 pilotes à peu près qui font une session pendant 20-25 minutes sur la partie du circuit du Touquet. Et pour les médias, hein, clairement, ça porte bien son nom, c'est un press day. C'est un moment pour la presse et pour mettre en valeur les machines, pour mettre en valeur voilà, les équipementiers, les casques et, euh, et, et aborder les choses un peu d'une autre manière que la course. Voilà, le press day, on n'est pas en mode compétition. On est en mode un peu repérage, on est en mode média, on prend du temps pour la presse, pas trop quand même parce que ça, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui on peut vite aller eh ben, à piétiner et donc à faire du lactique sur place. Mais c'est quelque chose qui est prévu et qu'on fait le vendredi. Souvent, là, c'était à midi. Donc voilà, ça prend pas trop de temps et ça se fait bien. OK, et là tu roules avec ta moto, du Touquet quoi, celle qui va rouler le dimanche? Alors, moi, pour ma part, c'était ma machine d'entraînement D'accord. qui était quasi similaire à celle de la course, mais on prend évidemment aucun risque la veille ou l'avant-veille d'un Touquet de mettre la machine de course Mmh. sur un press day. OK, et après du coup, c'est quoi la suite du programme? Ensuite, souvent le vendredi après-midi, il y a les contrôles techniques pour les quads, parce que les quads, le quaduro, c'est le samedi. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était aussi le samedi matin, la catégorie cadet et junior. Donc le vendredi après-midi, c'est un peu le rush pour l'organisation et la commission. Il y a voilà, les contrôles techniques et administratifs de la catégorie cadet, junior et quad. Souvent, le vendredi soir aussi, il y a une conférence de presse pour parler un peu avec le maire du Touquet, avec l'organisation, la commission et les Top Guns, par exemple Todd Kellett ou Milko Potisek ou encore Andy Navo chez les quads ou encore les Top Guns devant chez les juniors et les cadets. Ça permet voilà, d'apporter un peu de autre chose que vraiment de la compétition sur la piste et d'apporter aussi aux médias pour promouvoir tout ça, ce championnat, cette épreuve. Donc c'est important de faire ça. La promotion, la promotion fait partie de la commission dans le championnat et donc c'est important aussi qu'elle fasse son travail, qu'elle fait très bien d'ailleurs, et voilà, d'apporter, parce que mine de rien, bah, ce sport, le motocross et les courses sur sable, a besoin de cette médiatisation, donc il faut pas la négliger. À partir du samedi matin, on enclenche vraiment dans le vif du sujet. Les courses débutent. Euh,
Voilà, comme je l'ai dit, cadet, junior, quad. Les courses se passent et le samedi, c'est aussi le moment des contrôles techniques et administratifs pour la catégorie moto. Voilà. OK. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Toutes les machines de course sont de sortie, tous les pilotes sont présents pour refaire les contrôles. Souvent, c'est aussi l'occasion en privé. Moi, pour ma part, j'ai fait des petits tournages, des petits points com avec Yamaha France. J'ai fait un shooting photo perso pour avoir voilà, des images et alimenter mes réseaux. Il y a aussi les photographes qui sont présents en permanence, engagés par Yamaha France qui nous shootent aussi. Donc il y a pas mal de choses à gérer à ce moment-là. Il y a toujours des interviews qui se font un peu au dernier moment au niveau des contrôles, avant, après. Donc il faut toujours essayer de garder un peu la tête froide, de savoir ce qu'on a à faire et pas trop en faire parce que on s'en rend pas compte, mais le Touquet, c'est une course dans une ville avec au bord de la plage tout le temps des courses. Il y a beaucoup de voilà d'affluence au niveau des médias, d'affluence au niveau des gens. Beaucoup de choses se passent un peu partout tout le temps. Donc c'est une ville dans une ville et il faut savoir garder la tête froide parce que on peut vite se faire avoir par cette ambiance-là et être cramé et être lessivé avant la course, quoi. Ouais, donc là déjà, tu as une petite partie de la course auquel qui se peut-être pas qui se joue, mais qui tu peux perdre un petit peu, avant même le départ, Bah, le lendemain. oui, c'est un peu l'image, hein. Quand on arrive au niveau professionnel, c'est des détails qui s'ajoutent. Et ce petit détail, voilà, on a un peu de nervosité, d'influx nerveux qui est là et qu'on peut lâcher dans ces moments-là avec eh ben, le fait d'être content d'être là, l'envie de courir, l'envie de rouler. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et quand on le sait pas, eh ben, souvent on se fait avoir. Ouais, c'est vrai que peut-être, sur une première année, quand ça t'arrive la première fois, je pense que ça peut arriver que certains en tirent des leçons, quoi, si je comprends bien. Oui, bon, oui, oui, clairement. Moi, je me souviens que la première année que j'ai fait ça, on m'avait déjà prévenu parce que je suis quand même dans une équipe où énormément d'expérience. Mais il y a quand même une petite partie d'euphorie à ce moment-là. Et tu te fais toujours un petit peu avoir quand même. Et bon, Ça, si tu et veux jouer vraiment, on va dire la compétition, tu peux pas te laisser aller autant que tu voudrais, autant que ben, c'est peut-être le exactement ça. plaisir te demande. C'est Sinon ça. tu te ouais, tu peux tu tes chances, Ah oui, de résultats, quoi. il faut savoir se canaliser, c'est le mot. Ouais, ça doit pas être c'est vrai que, bah, voilà, c'est vrai que sur une première année, quand tu connais pas trop, je pense que ça va pas être simple parce que tu vas quand même avoir l'envie de profiter un maximum et mais c'est vrai que ça va à l'encontre, en tout cas, de ce pourquoi tu viens, quoi. Bah exactement, en fait, faut savoir avant de venir pour quel objectif tu viens. Si tu viens en objectif en tant qu'amateur et profiter à 100%, ben, ne gère rien du tout. Au contraire, fais tout ce que tu peux faire et profite de tout. Par contre, si tu viens pour jouer quelque chose top 5, top 10, il est recommandé de se canaliser. Ouais, bah, écoute, le conseil bon, après, je pense que ceux qui sont en ce cas-là Ils le doivent le savent, savoir. De toute ils le façon, on savent leur tous. dit, même on leur ouais, mais c'est vrai que même quand on leur dit, finalement, c'est toujours dur à gérer. Donc c'est vrai que même on a beau avoir le conseil que ça va pas être si simple que ça, quoi, vu la sollicitation, que vous devez avoir. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et écoute, bah, du coup, une fois que c'est passé, en tout cas, toute cette partie-là, un petit peu du samedi, là, tu arrives. À quel moment d'ailleurs, la moto, tu la mets au parc fermé? Là, au parc fermé, c'est justement après les contrôles administratifs et techniques. Tout de suite, on part au parc fermé, la mettre en place en fonction des places attribuées par rapport D'accord, au vous avez déjà des championnat. places ah, d'accord, par rapport au Voilà. championnat. Les 30 premiers, les places sont bloquées et réservées parce Ok. que c'est dans le règlement. Les 30 premiers du championnat ont leur place dans le parc fermé, les 30 premières évidemment. Et après vient toute la suite des pilotes qui sont classés au préalable évidemment par rapport aux résultats des courses d'avant, s'ils ont fait le championnat ou pas. Et il y a aussi par rapport aux inscriptions, parce que le Touquet, c'est quand même 1400 participants sur une épreuve de 3 heures le dimanche.
Je ne compte pas tous les quaders, je ne compte pas tous les juniors, tous les cadets, tous les vintage. J'ai pas le chiffre en tête, mais on est sur des milliers de pilotes. Ouais. Ouais, déjà 1400 motos sur un même circuit, c'est déjà des chiffres qui sont quand même, c'est énorme quoi. C'est les chiffres, j'en oublierai sûrement, mais c'est 1400 pilotes, presque 15 kilomètres de piste, 6 kilomètres de plage, 3 heures de course, 3 heures de course minimum, parce que souvent les derniers Ah finissent oui. à 3h30 de course. Les chiffres, c'est 170 km/h sur la plage. Euh, c'est c'est T'as 170 km/h sur la plage quoi. Avec la moto qui bouge dans tous les sens. Bon, ça tu nous le diras un petit peu tout à l'heure quand on fera le récit de course, mais c'est quand même assez dingue quoi. Oui, ah oui, oui, complètement. Ouais. Moi, j'ai tout. Bon, on y viendra tout à l'heure. On y viendra tout Ouais. à l'heure par rapport à Bon, ça. bah, chaque chose en son temps. Parce que là, sinon, après, on va partir. Bah, ça me passionne trop. Donc, après, je vais me laisser emballer. On va essayer de suivre le fil conducteur. On fait ça. Donc, donc ça marche. Donc là, tu dis, ouais, parc fermé. Donc, tu as ta place pour ta moto. Tu poses ta moto à ce moment-là. Et là, du coup, du moment où tu la poses dans le parc fermé, toi, tu la revois pas avant le lendemain. C'est ça. Je la vois pas avant midi et demi briefing. Ok. Donc là, ouais, donc là, pour le moment, donc à l'air libre, la nuit, tout ça, elle passe tout ça, tout C'est est ça. dehors. Ce qu'on fait, l'équipe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les bâche. Ok. Elle les bâche, elle met des petites astuces pour pas qu'il y ait de gens ou de. Ouais, bah clairement, c'est ça, hein, pour pas qu'il y ait de gens qui puissent intervenir dessus et par exemple mettre quelque chose dans le pot d'échappement qui descend dans le moteur, ou alors dévisser une vis ou enlever un bouchon de radiateur. Voilà, des choses simples qui peuvent se faire vite et qui peuvent détruire une course, quoi. Donc on les bâche, on met des choses en place pour que tout ça n'arrive pas. Ok. Mais c'est ça, ils font ça parce que j'imagine que ça s'est déjà produit dans le passé. Oh, complètement, bah oui. Ah ouais, d'accord, Et ouais. ça arrive encore sur certains et un peu plus à l'arrière. Ok. Ah ouais, même entre. D'accord, ouais. Ah, c'est pas pour que ceux qui jouent la victoire, quoi. C'est des gens qui jouent des top 30, des top 50. Ça peut Tu arriver, peux voir oui. des choses comme ça. Ah oui, oui, totalement. D'accord. Ah ouais, c'est dingue. Ah, ça, je savais pas du tout, ouais. Ah si, si, ça se fait, hein. C'est le monde du sport, on n'a pas l'impression, mais c'est ingrat, hein. Ah oui, oui. Ah bah ça, je sais que c'est ingrat, mais c'est vrai que c'est sur les trucs un peu, ouais, mécaniques. Enfin, je pensais que ça faisait. Ouais, le respect, c'est limite, quoi. Ouais, ça arrive très peu, hein. Ça arrive très peu, mais ça s'est déjà vu. Ouais, sur quelqu'un de. Voilà, bon, c'est toujours. Bon, tu me Donc, dis, c'est un peu comme partout. Des gens un peu mal intentionnés, on peut en bah, trouver après, de partout. l'organisation du Touquet met des choses en place quand même, Mais hein. je pense que pour bon, les top pilotes, c'est vrai qu'avec le parc fermé, il doit être un peu plus surveillé. Oui, oui, évidemment, un parc fermé avec des grilles tout autour, des vigiles qui surveillent à partir du moment où où les motos rentrent et jusqu'au briefing d'avant-course, voilà, c'est surveillé 24 sur 24 avec des grilles et des procédures quand même assez sérieuses, hein. Ouais, ok, ouais, ouais, oui, C'est c'est pas. important et il faut, hein. Ouais, ouais, plus toi, tu coûtes ta moto, en tout cas, bon, elle est bâchée, limite scellée, quoi. Et donc là, tu pars. Petite question, quand tu pars, tu rentres bon à l'hôtel ou. Bon, je me dis que ça va être à l'hôtel. Au moment de te coucher, t'es dans quel état d'esprit? Enfin, dire mentalement, est-ce que tu ressens du stress ou autre? Et, et puis, comment toi, tu visualises la journée du lendemain à ce moment-là? Non, pour reprendre la veille de la course quand je me couche, chaque année c'est différent. Chaque année c'est différent. Principalement déjà bon, tu le fais avant le check, hein. Si tout est prêt, si s'il n'est pas trop tard, si tu as bien mangé, si tu te sens bien. Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça, c'est basique qui reviennent. Mais principalement, ce qui se passe, c'est que tu te fais un scénario du lendemain. Tu te fais mais 1000 scénarios. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Je dois être comme ça? Est-ce que le temps ça va aller? Est-ce que la piste ça va aller? Il y a mille et une questions qui passent dans ta tête et tu rumines en permanence d'une force incroyable. Donc oui, il y a du stress, il y a du questionnement, il y a de l'incertitude. Beaucoup de choses qui se passent. Hmm. Euh, Moi, je sais que j'ai pas trop de difficultés à dormir. Donc c'est un avantage. Après, ça n'enlève pas toutes les questions et tous les scénarios que je peux me faire, évidemment.
Donc avant la course, pour résumer un petit peu, on est complètement, clairement, on est dans le stress. Voilà. À plus ou moindre mesure, mais on est dans le stress. On veut y être pour savoir ce qui va se passer. Ouais, ouais, je vois bien ce que tu ressens en tout cas à ce moment-là. Et donc toi, ça va, tu t'endors assez bien. Donc de ce côté-là, au moins, t'as pas le problème de devoir trouver le sommeil pour pas être trop fatigué, en tout cas le Et je, lendemain. je sais que moi, ça m'importe beaucoup de bien dormir parce que le sommeil, c'est très important. Et surtout avant une course de 3 heures, je pense que il faut mieux bien dormir, quoi. Bah, là, alors oui et non, parce que oui, il faut bien dormir, mais le travail d'accumulation je veux dire, le travail au niveau du sommeil et de l'hygiène de vie, c'est avant qu'il faut la faire. C'est pas la veille de la course qu'il faut se dire, bon, cette nuit, je dors bien, comme ça, tout ira bien. Non, non, c'est des mois à l'avance où il faut chaque nuit se coucher tôt, se réveiller tôt, faire des bonnes nuits avec un sommeil profond bien adapté. C'est très important. Moi, je sais que même si je fais quasi une nuit blanche avant une course, ça ira. Parce que j'ai accumulé des semaines et des mois de bonnes nuits avant. Mais c'est toujours plus confortable, forcément, de faire des bonnes nuits avant les courses. Ouais, 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 bah ça j'imagine bien. Là, on va continuer un petit peu, on va se rapprocher du départ. Là, c'est le matin, donc là, j'imagine, tu te réveilles, je pense qu'il y a là, tu vas quand même avoir de l'excitation, je pense, d'attaquer cette journée. Ah oui, totalement, il y a de l'excitation. On est dans une atmosphère le matin complètement différente. Que ce soit les pilotes, l'équipe, tout le monde. Tout le monde est vraiment focus. Et là, ce qui en était de mon côté, le dimanche matin, c'était repérage de plage avec un peu les Top Gun et l'organisation pour voir si tout est OK. Parce que quand on est au départ et qu'on se lance à plus de 160, à plus de 170 sur la plage, faut savoir où on va. Je vais pas faire de dessin, quoi. Ce repérage de plage, c'est-à-dire, tu vas voir quoi, le sable, ou comment est la marée, tout ça, dans ce sens-là, ou? On monte dans des 4x4 et on roule sur les 6 km de plage pour repérer et voir ce qu'il en est, si les chicanes de rétrécissement se passent à fond ou pas, si le sable est mou, dur, s'il y a des ballonnements, si, voilà. Ok, Pour repérer tout ce qui est repérable, tout ce qui doit être repéré également sur la plage, quoi. ok, donc ça c'est vraiment sur les 6 kilomètres de ligne droite, sur la partie vraiment sur, ouais, du départ jusqu'au premier virage. Exactement. Ok, Parce que voilà, nous on est devant, donc on a la sécurité d'être devant, mais seulement c'est nous qui menons les choses et qui mènent le groupe, hein. On est, oui, la sécurité d'être devant, mais derrière ça arrive, et si devant c'est une catastrophe pour tout le pack. Donc c'est important qu'on sache où on va. ok, ouais, donc là, ouais, c'est vraiment une partie en tout cas qui est importante dans le repérage, en tout cas si proche du départ. On est vraiment focus à ce niveau-là quand on est dans les 4x4, ça rigole pas trop trop, hein, on va pas se mentir. C'est sérieux quoi. Ouais, c'est sérieux. Après ce repérage, on revient un peu bah, tous de notre côté. Et c'est là que toutes les procédures de préparation se mettent en place, hein, clairement. On mange à une certaine heure, on s'habille à une certaine heure, on prépare tout, on a tous nos petites mimiques, voilà, c'est normal, hein, pour se mettre bien, Ouais, les petites clairement, hein, pour se mettre habitudes bien, pour rentrer dans le vif du dans la sujet, course quoi. c'est ça, totalement. Voilà, après, la prochaine échéance, à ce moment-là, c'est le briefing. Ok, On doit de la digue du bord de la plage, on doit aller au centre de la ville. Là, c'est la place du marché couvert où sont gardées les machines pour le parc fermé. d'accord. Et c'est là-bas où on doit tous se rejoindre, écouter le briefing de l'organisation. Et une heure après, 30 minutes après, ouais, 30 minutes après, c'est l'entrée du parc fermé. Donc là, c'est pareil, à notre niveau, c'est relativement géré. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que quand tu ouvres les grilles du parc fermé,
tu as intérêt à vraiment t'accrocher et d'aller le plus vite possible à ta machine pour que tu la récupères et qu'elle soit saine et sauve. Ouais, ouais, ça j'ai déjà vu deux trois images, ça c'est un peu la foire d'empoigne Ouais, ouais, pour aller complètement. directement à sa moto et Chez la les pros, débâcher. c'est tendu, mais tout va bien. Ouais, oui, il y a plus le. Bah, déjà les motos, bon, elles sont déjà posées à une certaine place. C'est vrai que je C'est pense qu'il ça. y a un peu moins de motos peut-être dans le parc aussi. Il y en a un peu moins, ouais, c'est beaucoup moins serré. Tout ça, c'est sur des lèvres moto. C'est différent. Tout le monde marche, tout le monde est calme, tout se fait bien, mais c'est tendu quand même, évidemment. C'est la course, hein. Ah, oui, là je pense que là, l'adversité elle commence déjà. Enfin, c'est toi qui vas me dire, mais je pense déjà à partir de là, ça commence. Oh, il y a plus de, là, clairement, on est déjà dedans. Parce que on sait très bien ce qui arrive après, c'est le convoi. Et le Ouais, convoi, c'est quelque... justement ça, tu vas nous en parler parce que là c'est vraiment le point. Parce que tu avais bien teasé sur la partie 1 du podcast. Et je veux vraiment savoir là comment toi tu l'as vécu ce moment et comment ça s'est passé. Surtout, toi, t'es dans. Ouais, tu pars vraiment dans la tête du convoi. Et voilà, fais-nous vivre un petit peu ce moment-là jusqu'à la ligne d'arrivée en tout cas. Le convoi, c'est sûr que c'est quelque chose de très très délicat et que tout pilote connaît et redoute. Euh, on arrive dans le parc fermé, on récupère nos machines. Il y a un petit laps de temps qui se passe, on se met derrière le 4x4, on s'aligne, on se met en place un peu comme on peut. Et donc voilà, se passe quelques petits moments. Et quand le 4x4 démarre, là, toutes les machines se mettent en marche également. Et on attend qu'une chose, on fixe qu'une chose, c'est le 4x4 qui s'avance. Et quand il commence à s'avancer, tout le monde se tend un peu et on sait que tout le monde se tend un peu. Non, tout le monde est déjà très tendu depuis un bon moment. Mais là, on sait que ça va partir. Et quand le 4x4 commence à avancer, on commence à avancer aussi. Et là, le convoi est parti. Le convoi, euh, le convoi, c'est à peu près 5-6 pilotes en première ligne, avec tout le reste derrière, tout le reste de tous les participants derrière qui suivent directement. Donc il y a plein d'images qui sont disponibles sur plusieurs plateformes, sur Internet et tout ça. Euh, pour ma part, j'étais en deuxième ligne derrière le leader du championnat et son coéquipier. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de tension particulière, de dérangement particulier. J'ai voilà, je dirais pas en sécurité parce que dans un convoi on n'est jamais en sécurité, mais j'étais bien placé. Par contre, j'en ai vu. J'ai vu des choses qui se sont passées, j'ai vu des attitudes. C'est quelque chose de d'incroyable. Un convoi, c'est très très délicat. On est tous très près, tous très collés. C'est des coups de coude. On écarte les jambes pour qu'ils passent pas sur les côtés, qu'ils passent pas devant. Si ça passe, on essaie de récupérer la place. Ça zigzague, ça se colle, c'est des coups de gaz, c'est en avant, en arrière. C'est derrière le 4x4, on essaie de gérer la distance mais que derrière ça revienne pas trop. On est sur la route, il y a des virages, il y a des trottoirs, il y a des ralentisseurs, comme sur toutes les routes. Mais en machine, en groupe, englué avec la vitesse dans la ville, euh, l'affluence de la course, l'adrénaline et tout ça, ça fait vraiment un mix très compliqué à gérer. Et parfois, on a déjà vu sur les d'autres éditions avec des chutes, des mauvaises actions, des coups bas. Bon, ça, c'est voilà, c'est la course, hein, c'est le convoi. C'est pour ça que c'est très redouté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des barrières sur les côtés tout le long pour délimiter avec les gens qui filment. Parfois, on se prend des bras dans les casques parce qu'ils tendent trop leurs bras, on se prend des téléphones. C'est compliqué d'être sur les bords, il faut faire attention de pas se prendre les pieds. Il faut savoir gérer, bien regarder. Il y a énormément d'éléments en même temps qui sont là et qu'il faut gérer. C'est pour ça que le convoi jusqu'à la plage est très, très, très redouté et délicat. Ouais, donc quand tu arrives sur la plage, là, jusque la partie un petit peu, tu t'entames le sable jusqu'à la ligne de départ, là tu prends un bol d'air presque. Tu peux mettre plein gaz et respirer un peu. Ouais, ouais, là aussi, c'est une seconde partie du convoi. On arrive sur la plage. Là, tout le monde se bouscule un peu parce que tout le monde veut vite aller sur la plage et vite aller à la grille de départ. Donc, bah, c'est souvent là où il y a des chutes parce qu'on est derrière le 4x4.
il y a des traces, on arrive, on passe du goudron au sable, donc parfois on se fait un peu surprendre avec les groupes, les pilotes devant, derrière, sur les côtés. Par contre, quand on est sur le sable, on met tout ce qu'on a pour aller à la grille, ça c'est sûr. Ah, parce que là, le positionnement, ça c'est d'ailleurs le positionnement. Toi, au moment où tu fais le matin, le repérage, tu sais à quel endroit t'aimerais te placer sur la grille? Hum, oui, oui, on le sait, mais il y a toujours une phase d'approvisionnement sur le moment. Oui, parce que suivant qui c'est qui a pris les places prises ou pas, dans ce sens-là, tu veux dire? Oui, Ok. mm, complètement. Donc toi, bon, globalement, ça s'est bien passé en tout cas pour toi cette première partie. Oui, 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 j'ai eu une petite frayeur quand même. Je vais pas le cacher que jonction goudron-sable, j'ai eu une petite frayeur. Ils avaient recouvert une petite partie de goudron avec du sable. J'ai mis plein gaz dessus. Ah ouais, L'arrière ça n'a pas est, accroché quoi. ah non, mais pas du tout. L'arrière est vite parti. J'ai perdu trois quatre places. Bon, après, grâce à ma machine, j'ai réussi à en récupérer. Parce que j'avais une machine juste extraordinaire. Ouais. Donc, j'ai réussi à en récupérer. Je suis arrivé à peu près 3 ou 4 à l'élastique. Donc, c'était vraiment idéal, quoi. J'avais le choix. Ok. Ah bah là, ouais, dans de bonnes entames, en tout cas de pré-entame de course, dans de bonnes conditions. Parce que finalement, là, on n'est pas encore, techniquement, d'après le chronomètre, on n'est pas dans la course, mais on s'y Ah croit en non, tout cas, on n'y est pas. Mais par déjà. contre, je peux vous garantir que la machine, le corps, l'esprit, tout y est déjà à bloc. À bloc. Donc là, bah écoute, là, on va pouvoir enchaîner en tout cas sur le départ de cet Enduropal du Touquet 2024. Raconte-nous un petit peu la procédure de départ, et puis après, bah, je te laisse nous raconter un peu comment ça se passe, cette première partie plage. On arrive, voilà, donc il y a tous les participants qui se mettent derrière, qui s'accumulent. Pendant ce temps, eh ben, il y a la télé qui passe, hein. Il y a la télé qui passe, la presse, l'organisation qui check si toute la procédure des départs est OK, check de dernier moment pour la plage. Tout le monde, quand tout est fait, tout le monde égale la plage se met sur les côtés. Bon, avec tout ça, se passe encore bien 15-20 minutes. 15 minutes? Ouais, allez, 15 minutes. Donc pour nous, les pros, c'est 15 minutes à attendre et à rester en température sur le devant et à gérer la pression et l'avenue de la course. Souvent, il y a un panneau 1 minute, donc c'est là où tout le monde se remobilise et en pleine concentration, met ses lunettes, allume les machines. Après ça, le panneau 15 secondes et 5 secondes. Donc les 15 secondes, là, là clairement, c'est terminé. Il n'y a plus que la course qui nous intéresse. Les 15 secondes, les 5 secondes. Les 5 secondes, là, on passe notre vitesse. On observe la personne au centre qui tient l'élastique. Et on attend qu'une chose, c'est qu'il nous libère et qu'on lâche tout et qu'on mette tout à bloc sur la plage. Ah, incroyable quand même. C'est vrai que la tension qu'il doit y avoir, en tout cas à ce moment-là, ça doit vraiment être Bah, quelque chose d'énorme, quoi. pour remettre dans le contexte, on est sur la plage du Touquet. On est 1400 participants. Il n'y a qu'un élastique qui nous tient. On a 6,5 km de plage devant nous à faire à 170 km/h. Il y a la télé des deux côtés. Il y a 400 000 spectateurs qui sont là pour observer ce qu'on fait, pour regarder le spectacle. Il y a absolument, à part un élastique, aux 15 secondes, il n'y a absolument rien qui nous retient pour faire des folies, quoi. Clairement, c'est Ouais. ça. Donc, quand l'élastique part, c'est fais le meilleur départ possible. Tu te mets sur l'arrière sur ta machine, tu te couches sur elle et tu mets à fond pour être à 170 et essayer d'être le premier au bout de ces 6,5 km de plage. Purée, ouais, parce qu'on voit, c'est vrai que la position qui est très aérodynamique le plus possible pour vraiment avoir le moins de résistance au vent. Bah, c'est ça, hein, le moins de prise d'air possible, hein. Le moins de prise d'air possible. C'est vrai que bon, il y a le moteur, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on sait qu'à partir, bah, déjà qu'on voit en cyclisme, par exemple sur route, que déjà ça joue beaucoup sur l'aéro, et ils sont pas à 170, donc je pense que Non, de mais toute façon. attention, ils sont déjà très très vite, hein. Sur des descentes de col, ça va déjà très Ah oui, vite. oui, ah oui, ça descend de col déjà, ça atteint les 100, ouais, ça c'est clair. Donc après, voilà. On est à 170 km/h, le facteur aéro rentre énormément en jeu. Ah bah là, ouais, bah, de toute façon, la plus grosse ouais, dépense, en tout cas de puissance pour la moto, c'est vrai que c'est la résistance au vent, hein, là, à ce moment-là. Donc toi, cette ligne droite,
donc plein gaz. Comment ça se passe pour toi à bout de la ligne droite? Parce qu'il faut savoir, s'il y en a qui peut-être qu'il y en a qui savent pas, c'est qu'il y a aussi une prime qui est donnée pour le all shot, c'est-à-dire enfin il y a une ligne juste après le virage C'est ça. qui est tracée et le premier qui passe cette ligne, donc il a le all shot et lui il a bon, une prime et puis c'est vrai qu'il y a une petite course quand même, je pense, il y en a qui préparent peut-être des machines plus pour le départ. Non, ouais, ça a toujours été ça, hein. Ça a toujours été. Mais ces dernières années, bon, bah, les machines officielles, les machines qu'on a sont quand même devant. Là, c'est vrai que c'était serré. Autant j'ai regardé sur la partie, juste pour faire une petite parenthèse, sur le Quaduro. Là, il y avait vraiment quelqu'un qui avait préparé une machine spéciale pour faire l'all shot. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un écart assez conséquent, en tout cas. Oui, 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 après, la personne tu parles de qui? Tu parles de Alex Aletru ou Matteo? Euh, non, sur la partie Quaduro. Ah, j'ai pas regardé le replay des quads. Là, je peux Ah ouais, pas. bah, pas de souci. Bon, oui, du coup, ouais, c'est juste en quad, il y en a un qui avait vraiment une machine préparée pour le départ. Et là, il avait vraiment mis. Après, il s'est fait rattraper par le favori, mais il avait mis je sais pas combien de longueur, quoi. La ligne droite, c'était impressionnant. Et du coup, c'était pour signaler que c'est vrai qu'en moto, l'écart en bout de ligne droite était quand même beaucoup plus serré entre les premiers. Et toi, du coup, tu sors combien de ce premier virage? Parce que moi, j'ai noté, je crois, quatrième. Oui, oui, bah j'étais dans le top 5. J'étais dans le top 5. Non, non, mais oui, j'avais une machine qui était absolument extraordinaire. J'étais aux avant-postes, je suis sorti dans le top 5. J'ai pas fait le all shot. Bah, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas fait une sortie de grille extraordinaire. Avec ma machine, j'ai réussi à sortir dans le top 5. Donc déjà, partir sur l'Europa du Touquet dans le top 5, c'est déjà super. Ouais, ah bah ouais, c'est vrai que moi, devant la télé, en tout cas personnellement, j'étais content de te voir à ce moment-là dans les top positions. Comment se passe un petit peu, on va dire, parce qu'on pourra pas refaire quand même les 3 heures de course, mais au moins ce premier tour où il y a un petit peu le champ libre pour faire la différence après avec on va dire les tours suivants où tu vas rencontrer les fameuses chicanes mobiles comme tu les appelles. Ce premier tour, comment ça se passe quand la piste est libre? Il y a que vraiment les premiers pilotes dont tu fais partie qui foulent ce sable là. Moi, mon premier tour s'est passé relativement bien. Je sais que Todd Kellett, le vainqueur de la course, était pas très très bien parti. Il m'a doublé au premier tiers du tour. Donc voilà, ce pilote, c'est aussi mon coéquipier, donc on a l'habitude de se côtoyer. Et clairement, mon but, ça a été de l'accrocher le plus que je pouvais sur ce tour-là, parce qu'il est quand même revenu assez vite aux avant-postes. Et donc, mon premier tour s'est plutôt bien passé avec des bonnes lignes, des bons choix de trajectoire et, et voilà, un bon lièvre devant, hein. Le lièvre devant, c'est tout simplement le double vainqueur du Touquet des 2 dernières années. Donc, je pense que Ouais. c'est une bonne référence, hein. On Oui, va, là on peut pas trop se tromper là. non, il peut pas trop se tromper, ça c'est sûr. Et j'ai pas rencontré de soucis particuliers. Là où ça devient très délicat, c'est au deuxième tour, quand on rencontre tout le monde qu'il y a, tous les pilotes qu'il peut y avoir sur cette piste et au retour sur Stella, quoi. C'est vrai que surtout sur le deuxième tour, c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça fait quand même des bouchons. Euh, Après, c'est vrai qu'au fil des heures, ça s'étale un peu plus. Il y a quand même des abandons, tout ça, des machines qui cassent. Ça fait un petit peu moins de monde sur la piste et un petit peu plus étalé. Sur ce deuxième tour, toi, comment tu le vis ce deuxième tour? Là où tu repasses du coup vraiment avec la foule, vraiment tous les pilotes, quoi. Bah, ce deuxième tour, je l'ai déjà vécu déjà 2 fois. Donc, je commence un petit peu à connaître les choses à faire et à pas faire. Donc, moi, mon but, c'était de rester calme, hein. Euh, je savais à quelle place à peu près j'étais, que j'étais dans le bon wagon. Moi, personnellement, le deuxième tour, je l'aborde comme un tour où il faut pas se précipiter. On a 3 heures de course devant nous. Euh, on est sur il y a beaucoup de monde. Il faut économiser sa machine, s'économiser soi, tout en gardant un rythme très soutenu et surtout pas perdre de vue ceux qui sont de devant. Donc c'est un deuxième tour délicat, mais pas précipité.
OK, et on va passer aussi sur la partie, des arrêts au stand, enfin ravitaillement, je sais plus, quel est le terme exact pour cette partie-là? Ravitaillement, hein, Ravitaillement, OK. passage au stand, comme on veut. Au niveau ravitaillement du coup, qui est une partie quand même assez aussi importante, comment ça s'est déroulé pour toi? Comment tu es venu dans la course? Et un petit peu qu'est-ce que tu as eu rencontré? Est-ce que tu as rencontré des soucis au niveau du ravitaillement, des petites pertes de temps ou des soucis mécaniques durant la course? À ce niveau-là, j'ai pas rencontré de problème particulier. J'ai fait 3 ravitaillements, les 3 ravitaillements qui étaient prévus avec mon équipe. Ils se sont faits sans encombre. Voilà, une rapidité qui était prévue, passage au stand, avec un emplacement du ravitaillement qui était préétabli et qui était juste la meilleure place pour moi. Donc à ce niveau-là, j'ai eu aucun souci. Les soucis que j'ai rencontrés, c'était moi personnellement sur la piste. Donc mon équipe, même ma machine était au top. L'équipe était au top. C'est moi physiquement qui a pas su assumer. Après, quand je dis n'a pas su assumer, voilà, tout est relatif. Je dis que j'ai pas réussi à assumer parce que j'ai fait 17e et que clairement mon objectif c'était le top 5, top 7. Mmh. Mais bon, quand on tient un top 10 à l'Enduropal du Touquet pendant 2 heures avec une mononucléose, bon, je dirais pas que c'est bien, mais on peut quand même prendre en compte le fait que bah, j'ai donné le maximum que je pouvais par rapport à mon physique à ce moment-là. C'est vrai que, bah, bon, pour tout dire, c'est vrai qu'on a débriefé en off un petit peu avant d'enregistrer, commencer l'enregistrement de l'épisode. Et c'est vrai que moi, j'avais pas vu passer l'information comme quoi tu avais la mononucléose. Et c'est vrai que j'avais vu, donc comme quoi tu étais dans le top 10 jusqu'à à peu près 30-45 minutes de la fin de la course, enfin des 3 heures en tout cas. Et globalement, même 30 minutes, je pense, de la fin. Et après, c'est que Non, j'ai fait non, une non, clairement, c'est ouais, 45, 50 minutes, mais vraiment, c'est au bout de 2 heures, c'est là où mon niveau n'était plus celui que je devais avoir sur cette course. C'est que l'on a vu, ouais, c'est que j'ai vu, en tout cas, du classement qui était affiché. Alors, moi, c'est ouais, j'ai regardé sur l'équipe 21, de toute façon, on peut les citer, il n'y a pas trop de problème, je pense. Du coup, le classement qui était affiché, c'est vrai que j'ai vu, voilà, il y avait un petit peu, en tout cas, tu descendais au classement. euh, et c'est vrai que vu que ouais, moi, j'avais pas eu cette information-là, j'ai dit, bah, c'est bizarre parce que sur les dernières parties, t'avais perdu pas mal de place. Et j'ai dit, putain, mince, de toute façon, soit il a eu un problème vraiment pépin physique ou pépin mécanique, parce que c'est vrai que par rapport à toute la course que tu avais menée, moi, j'avais même pas vraiment ressenti, tu vois, ça finalement, d'un air, enfin, d'un Oui, point de vue extérieur et oui. amateur, ça, je l'ai pas ressenti. C'est quand tu m'as dit ça tout à l'heure, du coup, j'ai compris que, en fait, c'est vrai que en fait, ton corps, on va dire physiquement, au bout de peut-être des 2 heures de course, comme tu l'as dit, c'est là où finalement la fatigue due à cette maladie a pris un peu a pris Sincèrement, pas. Alors c'est vrai que sincèrement, mon corps a commencé à me lâcher et m'a quasi lâché totalement au- à la fin du premier ravitaillement. C'est-à-dire qu'au bout de 50-55 minutes, mon corps a dit stop. Il ne pouvait plus. du coup pendant 1 heure, Bah, pendant t'as une dû heure, serrer les dents déjà. pendant une heure, ouais, ça a été au mental, ça a été serrer les dents, ça a été croire que je pouvais y arriver, tenir comme ça pendant 2 heures, un top 10. Et au bout de 45, 50 minutes de la fin, c'est même en croyant, même en mettant tout en place dans sa tête, même en étant fort, il y a quand même quelque chose qui passe au-dessus et qui quand même te fait redevenir humain sur les bords, quoi. Parce que voilà, on essaie de se développer comme des machines, mais quand le corps ne veut pas, on est programmé pour que la tête prenne le dessus. Mais ben, des fois, ça ne fonctionne pas, et là, ça l'a pas fait. Bah c'est que moi sur bah, comme tu le dis, ouais, si au bout d'1 heure, c'est vrai que le corps lâche. C'est vrai que le mental j'ai appris, on va dire sur toute la deuxième heure, c'est le mental qui a pris. Après c'est que bon, la course est longue et malheureusement ça a pas pu t'amener en tout cas jusqu'au bout quoi, de ces Si, 3 si, heures pleinement. si je peux résumer un peu cette course, il y a eu 3 phases, hein. La phase où ça allait à peu près, la première heure. La phase de résistance complète, la deuxième heure. Et la troisième heure, la phase où la résistance n'était plus possible.
Et du coup, dans cette troisième phase, toi, à ce moment-là, sur ta machine, qu'est-ce que tu dis? Parce que du coup, c'est vrai que tu perds des places au classement, mais t'as pas abandonné. Donc, c'est vrai que mentalement, t'as quand même. Mais je vais pas te mentir, Alexandre, hein. Des fois, tu penses à ça. Des fois, ça te passe par la tête, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Et tout de suite, il y a quelque chose que, que, que tu ne contrôles pas, que tu ne gères pas, qui te revient tout de suite à l'esprit. C'est que si tu es là, c'est pour absolument donner tout ce que tu as et même ce que tu as pas. Donc en fait, ce genre de choses, ça te passe par l'esprit. Et moi, je sais que personnellement, j'y laisse même plus place parce que c'est impensable d'arrêter. Impensable. Bah, en tout cas, ça s'est vu, hein. Respect, parce que c'est vrai que là, si en tout cas l'idée a été plus forte que ça, c'est sûr que t'aurais mis le clignotant, tu serais garé à un passage sur la ligne ou autre, parce que c'est vrai que je pense que sur cette dernière heure, je pense que t'as pas dû vivre les meilleurs moments, enfin que t'as vécu sur une moto, ça c'est. Bah, c'est garanti. Après, là où, pour faire un petit peu le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire que la tête a pris le dessus sur mon corps et surtout sur le fait de finir l'épreuve. Ouais, la résilience en tout cas là Voilà. que t'as eu sur ce moment-là. On peut dire que la tête a pris le dessus à ce niveau-là. La tête n'a pas réussi à prendre le dessus pour faire et pour réaliser l'objectif que je m'étais fixé. Sur cette course-là, tu finis à la 17e position. Sur quasi 1400 participants. Donc, et Ça reste un énorme résultat quand même, de toute façon, ouais, dans tous les cas. dans la discipline, c'est quand même un très beau résultat. Et il faut pas oublier que voilà, le Touquet, c'est la dernière épreuve du championnat de France des sables, mais c'est aussi la première épreuve du championnat du monde. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, C'est vrai que le plateau est assez relevé, c'est vrai que voilà, tu veux en venir. évidemment, on est sur un championnat du monde. Donc, voilà, on est sur un niveau mondial. Donc, c'est sûr qu'une 17e place, quand on parle d'un niveau mondial, c'est intéressant, même si c'est pas les objectifs. Euh, Quand on voit en Argentine que j'ai fait quatrième sur la Mm. course du samedi, voilà, on a des informations, On a des indices quoi sur. voilà, on a des indices sur ce qui est possible, sur le potentiel. Donc voilà, c'est important de rester lucide, de garder la tête froide et d'avancer positivement pour la suite. C'est vrai que derrière, je pense que c'est vrai que en Argentine, bah déjà du fait de l'ambiance, tout ça, de remonter sur la moto, ça a dû te faire vraiment du bien. Et de voir que tu performes, tu vois, même si je sais pas, peut-être que, en tout cas dans le cas, si tu avais un petit peu des doutes, c'est vraiment ça te remet tout de suite quand même sur de bons rails. Et tu vois, c'est vrai que sur des courses plus courtes, où on va dire cette phase-là liée à la maladie que tu as actuellement, elle est moins impactante, les résultats sont là, quoi. Et ça, je pense Bon, que. je vais pas le cacher, hein, si l'Argentine était d'un format de 3 heures, les difficultés, j'aurais rencontré les mêmes, hein. Ah Mais oui, étant oui. donné qu'on était sur un format accessible par rapport à ce que j'avais, bah clairement oui, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on est là, voilà, qu'on est là et que le potentiel est là et que des choses sont faisables. Ouais, bah, en tout cas, super. En tout cas, super nouvelle d'enregistrer. En tout cas, après l'Argentine, d'avoir aussi ces infos-là, ça aide vraiment un peu à comprendre et puis visualiser un petit peu l'ensemble, quoi, de ce qui s'est passé. Clairement, ce qui fait du bien, c'est que quand je serai soigné, euh, avec une nouvelle phase de préparation, d'entraînement physique, mental et technique sur la moto, ça annonce vraiment de bonnes choses pour la saison prochaine. Ouais, on va revenir un petit peu sur, pour finir avec l'enduropale du Touquet. Du coup, j'ai quelques questions juste au niveau de tout ce qui est hydratation, tout ça. Comment tu peux t'hydrater, toi, sur la moto quand tu roules ou c'est uniquement au stand sur les ravitaillements? On peut évidemment s'hydrater et s'alimenter au stand, que ce soit en liquide ou en solide, mais moi j'ai fait le choix de prendre un camelbag pour avoir une hydratation régulière pendant la course que je peux gérer, avec une boisson Ok. isotonique. Ouais, parce que c'est vrai que je savais pas si tous les pilotes avaient un camelback, et ça, je savais pas si c'était ton cas, en tout cas sur la course. Donc toi, ouais, t'as vraiment misé plutôt sur une hydratation, on va dire, régulière tout au long de la course. De ce côté-là, ouais, t'as pas eu de soucis, quoi, de niveau. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué à voir parce que vu que
La mononucléose, c'est vrai que tu es un peu, fatigué dans la globalité. Peut-être que tu as des points au niveau de l'alimentation, l'hydratation. C'est dur de savoir si, tu as eu des impacts négatifs à ce niveau-là, en tout cas. Je, je, je ne sais pas, moi j'ai utilisé la même boisson isotonique de l'effort, voilà, que j'utilise à chaque fois et qui est bien adaptée par rapport aux boissons que je prends avant et après. Donc après, je sais pas si ça a influencé plus ou moins sur la mononucléose. En tout cas, j'ai pas ressenti de choses différentes par rapport aux autres courses, étant donné que j'utilise toujours les mêmes produits. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aurais pu ou aimé faire, différemment? Que ce soit, positivement ou on va dire négativement, dans le sens, qui aurait pu peser sur la course? Après coup, je pense que j'aurais bien plus privilégié le repos avant la course. Genre arrêter au niveau, entraînement physique, plus tôt? Bah, je pense que je peux pas m'étaler dessus parce que ça reste vraiment dans mon clan à moi et ma gestion à avoir. Mais je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû faire différemment avant l'épreuve, la semaine avant. OK. Ah mais ça après c'est intéressant de c'est pour ça que je pose cette question-là parce que des fois une fois qu'on a fait en tout cas, passer, l'épreuve, la compétition, des fois on peut se dire, on aurait aimé faire ça, différemment ou changer sans savoir si c'est bien bénéfique ou négatif en tout cas sur la course, sur le résultat. Mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant en tout cas ta réponse à cette question. Ouais, je le vois comme ça. Et alors malgré, bon ce résultat, est-ce que sur, ta course avec, ce que tu as traversé, est-ce que tu es quand même satisfait de ta course? Je suis content de certaines choses hein, sur la course, évidemment. Je suis satisfait de mon départ. J'ai réalisé un bon départ hein, dans le top 5. Ouais, c'est énorme ça. Ouais, c'est vraiment un bon départ. Je suis content également de l'attitude que j'ai pu avoir dans les moments délicats. Après, malheureusement, quand on n'a pas le résultat à la fin, l'objectif rempli, c'est compliqué. Je vais pas te mentir, Alexandre, c'est Ouais, compliqué de voir les belles choses qui ont été réalisées. Pourtant, il le faut, hein. Mais c'est, c'est pas le Touquet que je retiendrai, ça c'est sûr, ouais. de mon côté. C'est vrai que le résultat final, ouais, c'est vrai que pèse lourd, on va dire, dans la balance, malheureusement. Mais c'est vrai que je suis bien d'accord avec toi, c'est que le départ, ouais, je pense que tu peux en être fier parce que même la première heure de course, je pense que ça se rapproche plus du Touquet que tu voulais, quoi. C'est juste, fallait la même heure sur les 3 heures. Oui, c'est- Tout ça pour dire, en tout cas, moi je pense, en tout cas, peu extérieur, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué sur cet épisode et tout ça, moi je pense que tu peux quand même être satisfait. Je pense que bon, avec le temps, tu sauras tirer quand même du bon de tout ça. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, en tout cas. la priorité c'est de se soigner. Après, les choses, on verra. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est Todd Kellett, ton coéquipier, qui a gagné. Comment ça s'est passé du coup un petit peu après la course? Vous avez pu passer un petit moment ensemble, en tout cas avec le team Yamaha? J'ai passé beaucoup de temps avec le team, ouais. Todd, j'ai pas trop vu parce que je crois que il a fêté un peu trop vite sa victoire. Et du coup, il s'est un peu brûlé les ailes assez vite. Après ça, j'ai pas eu plus d'infos et je crois que je veux pas en avoir parce que Al Touquet, c'est après la course, c'est toujours un peu l'anarchie de tous les côtés. Donc, Ok. moi, je sais que j'ai passé un peu de temps avec le team. Pas beaucoup parce que finalement, on va de tous les côtés, on fait un peu, on fait pas n'importe quoi, mais on gère pas où on est, on gère pas où on va. C'est le relâchement d'après-course. Et le relâchement, c'est un relâchement à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, là, on n'est plus Donc, comme sur l'avant-course où il faut se préserver un peu. Là, non, c'est. on lâche tout. Non, clairement, Là, là, c'est free. Là, on y va. Donc, le Touquet, c'est aussi ça. C'est l'après-course aussi. Ah. Ouais, souvent on reste très discret là-dessus parce que il se passe des choses qui sont pas à l'image de sportifs.
Mais Bon, c'est un peu comme partout, mais je comprends que tu veuilles pas dire ou citer bah, c'est pas que je, certaines choses. c'est pas que je veux pas en parler, c'est juste que voilà, on est sportif de haut niveau, on est professionnel, mais on est humain à la base, et je crois que voilà, tout ce qu'on peut faire en étant personne, si je peux me permettre, normal entre guillemets, on le fait nous aussi. Voilà. C'est que le motocross, c'est quand même quelque chose de. Enfin, c'est un sport à la base, c'est quand même du fun, c'est un peu. Enfin, c'est du plaisir, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, avec le fait que ce soit professionnel, il y a un peu de. Il y a de la rigueur qui est demandée. Mais à la base, je pense que la plupart des gens qui font de la moto, c'est quand même des gens qui sont voilà, détente, cool. C'est pas le but de. Enfin, je pense pas que ce soit dans l'ADN. Tu vois, dans tous les sports extrêmes, c'est pas dans l'ADN d'être dans cette rigueur-là, euh, tel un moine, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Moi, de toute façon, les sports extrêmes à la base, le nom extrême fait que les sports extrêmes sont borderline complètement. Après, dans le monde professionnel, il y a des moments pour être pro et il y a des moments pour être borderline, pour être extrême. Il faut juste bien gérer les deux phases. Dans tous les cas, je pense que pour ceux qui ont du mal, c'est après, de toute façon, tu peux pas devenir professionnel maintenant dans ce milieu, dans le sens où tout est quand même mis en place, tourné vers la performance, quoi. C'est vrai Ah que ben quand on arrive sur des complètement, ah oui, sports ah oui. où il faut vraiment, comment dire, tout est un peu maximisé vers la performance. Il y a un moment où il y a moins de place pour des choses un petit peu plus voilà, aléatoires. Ah ben Donc, complètement. Sur une année, je dirais qu'il y a 99% de sérieux et 1% de borderline. Quand je dis borderline, c'est fait, pas de contraintes, etc. mm, Après, le borderline, tu peux en avoir plein, par exemple, à l'entraînement, en course, des choses qui sont compliquées à réaliser, chaudes, extrêmes et tout ça. Ça, c'est du borderline. oui, Mais vraiment, on va dire ce qui va à l'encontre, on va dire, du de la professe, performance. voilà, c'est ça. Il doit y avoir, allez, je dirais même moins, 0,5%. Ah oui, je pense qu'en termes de temps, oui. Ça, ouais, je pense que ça doit être très très peu, ouais, globalement. Mais de toute façon, on ne peut pas aspirer à du pro avec plus d'éléments à l'encontre de ça. C'est clair, c'est clair. Écoute, bon, on va refermer cette parenthèse. Comme merci pour ce témoignage sur l'ensemble de cette course et du Touquet. Globalement, c'est vrai que je pense que cet épisode, là, on l'a enregistré et c'est qu'il est intéressant en plusieurs points, mais globalement, moi, j'ai pas eu de trouver encore de podcast où, comme tu l'as fait, on est presque à la limite d'un petit documentaire où tu expliques vraiment un petit peu tous les coulisses d'avant-course, enfin la semaine de course, tout ça, un peu comment ça se passe. Et je pense que, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir actuellement à l'enregistrer avec toi. Euh, et on approche, bon, en tout cas malheureusement, un peu de la fin du podcast, de cet épisode-là. Mais avant de finir, je voudrais savoir un petit peu aussi quelles sont un petit peu les dates et les événements sur lesquels on pourra te retrouver cette année. Mes prochaines dates, bah déjà, va y avoir une petite phase de retour un peu sur la Terre. Je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais retourner un peu sur les circuits de terre, pas perdre la polyvalence que j'ai depuis ces années. Je vais faire un peu de terre, voir un peu autre chose, essayer de m'aérer un peu l'esprit. Les prochaines dates, ça va plus être autour du mai, juin, juillet, où il y aura des courses sur sable. Je te parle pas des courses sur terre que je vais faire avant. Je te parle vraiment que du côté sable. Il va y Ok. avoir des courses de préparation qui aura lieu sous différentes formes, avec différents formats, qui apparemment ça va se faire un peu de nuit aussi, du côté de une plage et tout ça. Donc c'est pas mal innovateur, on va bien voir ce que ça donne. Mais ouais, il n'y aura pas de date avant sur sable. D'accord. Ok. Écoute, bah, en tout cas, bon, moi, de toute façon, je vais continuer à te suivre via Instagram et puis je publierai également des petites infos que je récupère depuis ton compte en général, en story ou autre, pour que les personnes aient aussi une continuité, en tout cas, de cet épisode et puis ton passage sur le podcast.
Ça, c'est quelque chose que je veux maintenir. Je profite également, juste pour placer un peu une petite pub, perso, j'ai créé récemment un Discord qui est, où vous pourrez trouver en fait différents salons, un pour, chaque invité, dont notamment celui de Valentin Madoulot, où on peut échanger, entre nous, puis aussi avec les invités qui le souhaiteront. Donc vous pouvez trouver du cyclisme, du trail, de l'aventure et puis pour le moment, j'ai pas encore d'auto, j'ai uniquement de la moto avec toi, puis peut-être c'est pas encore sûr, mais peut-être juillet-août, un autre épisode, moto et le but est vraiment de pouvoir échanger et aussi d'actualiser un petit peu sur, ton parcours, sur, voilà, où tu vas rouler, un petit peu les résultats et c'est vraiment surtout une plateforme pour pouvoir échanger entre passionnés et gens, bienveillants. Donc si vous voulez en tout cas rejoindre le Discord, ce sera en lien dans la description du podcast. Donc voilà, en tout cas ma petite pub étant faite, je voulais encore vraiment te remercier Valentin pour une chose qui est super importante, c'est que, quand je t'ai contacté, tu as accepté, sans problème, voilà, c'était vraiment super agréable, t'avoir eu au téléphone dans un premier temps et que tu m'as ouvert aussi les portes des sports mécaniques sur ce podcast par, l'Enduropal du Touquet, qui est quand même, la course référence, de ce championnat et une course, même, voilà mythique que moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder à la télé et tout ça qui m'a toujours, passionné et attiré. Donc vraiment, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour ça, quoi. Écoute, moi, c'est avec plaisir. Il n'y avait pas il y avait pas de point particulier pour que je n'accepte pas que ça se fasse comme ça. Donc, moi, ça permet de partager aussi ma passion, mon côté professionnel et ce qu'il en est. Moi, du coup, également, ça me permet de remercier évidemment toutes les personnes qui sont derrière moi, mon team, Yamaha New Bike Dragon Tech, tous mes sponsors privés qui investissent énormément pour que je fasse ce qu'il faut et et que je pratique ma passion pour en devenir mon métier. Évidemment, toutes les personnes qui sont un peu plus dans l'ombre et surtout ma famille qui, depuis le début, sont là. Et donc, toutes ces personnes, c'est important de les remercier parce que sans eux, évidemment, je ne serais pas du tout où je suis actuellement aujourd'hui. C'est vrai que tu as bien raison, en tout cas, de te remercier, ouais, toutes ces personnes, parce qu'on se rend pas toujours compte finalement, parce que c'est toi qu'on voit, piloter la moto, mais derrière, il y a toute une équipe, il y a tout un ensemble de choses qui font que, bah, tu es là aujourd'hui enfin, il y a quelques semaines sur l'Enduropal, à vraiment essayer de, voilà, te battre pour faire une belle place, tout ça et ça, on s'en rend pas toujours, compte. Donc c'est vrai que ça Non, fait non, plaisir c'est de derrière un pilote professionnel, c'est une marque, c'est un team, c'est une concession, c'est une famille, c'est une équipe complète, c'est des sponsors privés, c'est des gens de l'ombre, c'est énormément de temps, d'énergie, d'argent. Euh, Comme dans chaque sport, je pense, mais il faut savoir le reconnaître et en avoir conscience. en tout cas, ouais, merci à toi de les mettre en avant. On arrive vraiment sur la toute fin du podcast et la dernière question de cet épisode est: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bonne question. Allez, en 5 secondes, je vais essayer de me trouver une réponse assez concrète et réaliste. Bah, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que ma passion devienne mon job, que j'en vive pleinement et que j'arrive en haut du tableau.